à tous et bienvenue pour cette deuxième saison d'Un verre avec. Nous avons décidé de quitter la capitale et de nous consacrer aux personnalités qui habitent en dehors de Paris. Pour commencer pour cette deuxième saison, nous allons être ici pour 5 émissions dans l'Hérault. Et nous commençons tout de suite avec notre premier invité. Nous sommes ici à Moguio, c'est une petite ville à 15 minutes environ de Montpellier. Et nous avons rendez-vous avec un chanteur. Rappelez-vous, au début des années 90, le groupe s'appelait Réglisse et le son c'était ça. Et oui, tout de suite, ça sent le soleil. Son chanteur s'appelle Roland Ramad. Il habite aujourd'hui ici, à Moguio, et il nous attend à l'intérieur. Suivez-moi. I'm out walking on the road the other day. I hear a little human say. I'm out walking on the road the other day. I hear a little human say. Tu n'es pas jamaïcain, tu chantes le reggae. Tu es languedocien et quand tu chantes en anglais. Tu n'es pas jamaïcain, tu chantes le reggae. Tu es languedocien et quand tu chantes en anglais. Mais de l'huile. Roland Ramad, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous recevoir ici, brasserie de l'Avenue à Moguio. Ouais. Pourquoi cet endroit? Pourquoi Moguio déjà? D'abord Moguio parce que j'y habite. J'habite un peu à l'écart, mais c'est tout à côté. Et puis cette brasserie, parce que c'est un bar comme les autres que j'aime bien. Voilà, il est pas loin de chez moi. C'est sympa. C'est pas un bar où les gens se la pètent. Hein. C'est un bar comme les autres. On ne sait pas quoi. Voilà. Et cette ville de Moguio, on la connaît pas forcément. Alors nous, avant l'émission, elle était à Paris. Là, on se délocalise un petit peu dans l'Hérault. Moguio, on n'est pas très loin de Montpellier. Qu'est-ce que c'est cette ville? Qu'est-ce qui s'y passe? Alors, Moguio, c'est ça, ceci d'original qui a 50% de la population qui est immigrée de Lorca, donc d'une ville d'Espagne. Alors, c'est une ville à forte coloration espagnole. Alors, ça a tous les avantages, hein, parce qu'il y a beaucoup de fêtes. Hein. En Espagne, on fait beaucoup la fête, hein. À Moguio aussi. Il y a même une fête typiquement espagnole qui s'appelle la Romería del Encuentro. Et c'est une fête où on danse la sevillane, on danse le flamenco. C'est super. Voilà. Et il y a aussi des très beaux coins à venir voir. On a été aujourd'hui là se promener un petit peu du côté des cabanes. Je crois que c'est un endroit que tu connais. Eh oui, c'est là où j'habite. Ouais, non, là, c'est les portes du paradis, là-bas. Ouais, non, on est bien, ouais. Voilà. On va parler un peu de toi, ta jeunesse. Alors, j'ai deux versions. T'es né, on sait que t'es de Béziers, mais est-ce que t'es né à Béziers ou t'es né au Puy-en-Velay? Voilà, je suis né au Puy-en-Velay. D'accord. Un an, j'ai eu la polio. Donc, il a fallu m'hospitaliser. On est venu à Montpellier. D'accord. Et puis de là, on est parti habiter à Béziers. Voilà. Donc justement, c'est dans ta première année que tu contractes donc la polio. Beaucoup de temps d'hospitalisation, je crois que c'est 6 ou 7 ans, c'est ça, avec une scolarité un petit peu bouleversée au début, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. J'ai été dans des centres spécialisés. En fait, mais la polio, c'était une maladie à l'époque difficile à combattre. Il y en avait beaucoup qui mouraient. Hein. Et puis, moi, je m'en suis tiré, je m'en suis sorti. Et voilà, disons que après, j'ai pas trop souffert, quoi. Après, j'étais dans ce centre, mais comme on était gosses, les gosses, ils s'adaptent à tout ça. C'était bien. Je me suis régalé, j'ai passé une enfance comme les autres. Voilà, je me suis régalé. Après, en grandissant, peut-être que tu t'es posé des questions, d'ailleurs tu en as parlé dans certaines chansons, sur quand même cette petite inégalité devant l'accès aux soins pour les enfants, etc. Je crois que c'est un sujet qui te tient à cœur, oui. Ben oui, c'est un petit peu la marge de toute façon. La marge, ça me tient à cœur. C'est-à-dire que, là, il y avait un problème d'argent, parce que les enfants n'étaient pas soignés pareil, suivant s'ils avaient des sous ou pas. Donc, c'est vrai qu'après, ça m'a un peu dérangé. Et puis, de toute façon, après, je me suis rendu compte de l'inégalité en général, du racisme, de l'homophobie, tout ce genre de choses. J'ai beaucoup réfléchi dessus et je suis devenu quasi hypersensible à tout ça, quoi. Voilà. Donc maintenant, mes combats de tous les jours, ils sont là, quoi. Se faire respecter, qu'on soit comme moi polio ou comme d'autres immigrants ou comme d'autres homosexuels ou comme d'autres, ainsi de suite. Donc
le respect de l'humain, voilà, c'est devenu mon combat quasi journalier, quoi. Quand tu me parles de tout ça, du combat contre le racisme, par exemple, ça doit te toucher de voir le maire aujourd'hui qui est à la tête de Béziers. Ouais, non, mais d'autant plus que je le connais, en tant qu'individu et que j'habitais à Béziers et j'allais au même lycée que lui. Il avait 2-3 ans de plus que moi. Et à l'époque, c'était un idéaliste d'extrême gauche, un petit peu presque trop à gauche, j'allais dire, un peu trop idéaliste et un peu trop... Voilà, donc quand aujourd'hui je le vois réagir comme il réagit, je me dis que le temps, certaines choses, il les bonifie, mais à d'autres, il les bonifie pas, quoi. On va parler musique quand même. Allez. À quel... c'est plus rigolo. C'est sûr. À quel moment justement il t'est venu, toi, cet intérêt pour la musique, cet amour pour la musique? Eh bien, écoute, là, c'est pareil. Moi, j'ai commencé à faire du punk rock... du pré-punk rock, en gros, dans les années 78. Avec le groupe Sacrilège. Avec le groupe Sacrilège, ouais, voilà. Et on faisait un peu du rock provo. On jouait des choses, des Stooges, de Lou Reed, du Velvet Underground. C'est-à-dire des choses assez agressives, assez, j'allais dire, contestataires, underground, quoi. Et ça me plaisait beaucoup, voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la musique. Alors évidemment pendant X années en amateur, parce que c'était pas très porteur au niveau économique, c'était pas très radio-friendly non plus, quoi. Donc voilà, bon, c'était... Mais il y en a eu beaucoup des groupes, parce que durant les années 70, donc on parlait de Sacrilège. Après, il y a eu Baby Blues Brother Band. Ouais. Là, c'était avec petite touche rock, peut-être plus doux que le punk. Après, il y a eu les Bandits Bonheur, là, avec la petite touche reggae qui arrive. Voilà, ouais. Là, on commence à... Parce que les Bandits Bonheur, en fait, c'était un groupe avec des Kanaks, avec mes amis Kanaks. Alors, du coup, on prenait un coup de soleil, là, déjà. Ah, oui. Ensuite, 1984, là, c'est l'aventure que tout le monde connaît, Réglisse. Comment ça a commencé, ça, Réglisse? Alors, Réglisse, moi, j'étais à l'hosto. Moi, j'étais à l'hosto et je me faisais opérer du dos, là, tout ça. Et quand je suis sorti, il y avait un groupe de reggae qui avait plus ou moins viré leur chanteur parce que bon, ils avaient des affaires, il était glando, enfin. Et puis, ils cherchaient un chanteur et moi, comme je sortais de l'hosto, je cherchais tout un groupe parce que j'avais envie de faire du reggae. Et je me retrouvais qu'avec un seul des Bandits Bonheur, un Kanak, qui s'appelle Zaweh. Et on a commencé à rentrer dans ce groupe de reggae, Zaweh, moi. Et alors moi je leur ai proposé de faire des textes, ne pas faire que des reprises jamaïcaines. Voilà. Donc j'ai commencé à faire ces textes. Donc des textes en français. Voilà, des textes en français. Et au début on a un peu encore rattrapé quelques morceaux jamaïcains. Donc 2 ou 3 accords de Linton Kwesi Johnson pour Mets de l'huile, par exemple. Et on a piqué des petits bouts comme ça. Et on a sorti nos albums, quoi. Voilà. Mais c'est quelque chose de novateur à l'époque, finalement, de mettre du reggae en français. Ça se faisait pas beaucoup au début des années 80. Mais déjà, du reggae, ça se faisait pas beaucoup tout court. Oui. Alors évidemment, du reggae en français avec l'accent du Sud, ça se faisait pas du tout. Oui, en plus avec l'accent du Sud, parce qu'aujourd'hui, on a les groupes comme Zebda, on a les groupes comme Massilia Sound System, etc. Mais là, à l'époque, même, il n'y avait pas que le reggae, on n'entendait pas beaucoup de musique chantée avec un accent. Alors, on n'en entendait qu'à Marseille, hein, mais ils vivaient en autarcie un peu. Alors, il y avait Joe Corbeau à Marseille, et les débuts du Massilia. Mais ils jouaient sur Marseille. Tandis que nous, on a eu, je ne sais rien comment ça s'est produit, mais on a eu une sorte d'explosion vers Paris. Et après, à Paris, il y a eu le relais de tous les gens du Sud qui vivent à Paris, qui nous ont relayés. Nous faisons un public à Paris et donc une audience à Paris aussi. Donc notre chanson, elle a traversé la France. Et puis après, alors avec le relais d'Antenne 2, et, ça a été relayé dans le monde entier, quoi. Il y a eu ce printemps de Bourges aussi en 1990 qui a dû faire du bien pour la notoriété, j'imagine. Oui, le printemps de Bourges. D'autant plus qu'on l'a fait, je crois, en 89, en 90, en 92.
On l'a refait encore en 94. Le printemps de Bourges, après, c'était devenu une habitude. Du coup, c'était un style musical que toi, t'appelais le Jamadoc. C'est ça, alors là, on parle de la région Languedoc et la Jamaïque. C'est curieux. Voilà, c'était que, en fait, j'avais remarqué que dans les bistrots du Sud, si tu prenais tout à l'envers, on avait la langue haïque. La langue haïque, c'est quand tu es trop but, tu as la langue haïque. Et en fait, comme on avait du mal à se faire comprendre avec notre accent, ça faisait un peu comme les Jamaïcains avec l'anglais. Alors on faisait le Jamadoc et la langue haïque. Voilà. Là, on est au début des années 90. 92, l'album Vive les gestes. 93, Mets de l'huile. Numéro 1 au top 50. 32 semaines, je crois, dans ce même top 50. Disque d'or. On a fait quand même un exploit. Hein. On a été 1 an et demi au top 50. Et dans les premières places. Hein. Donc, ça, il y a très peu de gens qui l'ont fait. Et pourquoi nous, on l'a fait? Parce qu'on avait une réelle assise populaire. On n'était pas un coup médiatique. Tout le monde nous a cru qu'on était un coup médiatique et qu'on était un tube de l'été, de dimanche, dans les mariages, quoi. Et en fait, non seulement Mets de l'huile, c'était pas ça du tout. C'était une chanson qui avait un fond, même si elle avait ce look un peu bande dessinée. Et surtout, le groupe avait un fond. Réglisse, c'est un groupe qui avait du fond et qui a eu un fond intellectuel avec 3 albums et avec des choses à dire et avec un passé. On n'a pas fait comme les autres groupes de l'époque, on n'est pas reparti du top 50. On y est resté. Les gens, ils ont acheté l'autre disque, puis encore, et puis, et ça durait, et ça durait, et ça durait. Et du coup, Virgin, qui nous avait signé à l'époque, ils ont cru que c'était Noël toute l'année, quoi. Mais seulement les 2 autres CD qu'on a sortis après, ils n'avaient pas l'impact du premier. Voilà. Alors, bon, on a fait 45 000 et 35 000. Maintenant, j'aimerais bien les faire de nouveau, quoi. Oui, voilà. Mais finalement, donc c'est un bon souvenir. Parce qu'il y a beaucoup de chanteurs que j'ai rencontrés comme ça, qui avaient eu un gros tube à une certaine époque, qui disaient j'en ai marre qu'on m'en parle, ou des choses comme ça. Toi, pas du tout. Ah non, moi, pas du tout. C'est quelque chose qui m'a fait vivre, qui m'a fait exister, y compris sur la scène internationale, comme tu dis. Je vais pas cracher dessus. Je comprends pas qu'on puisse cracher sur des trucs comme ça. Après, évidemment que je n'ai pas fait que ça. On va y venir. Et évidemment que j'ai une vie après Mets de l'huile, mais moi j'ai tout apprécié à sa valeur. J'ai eu très peu d'emmerde d'ailleurs. J'ai eu très peu d'emmerde avec les gens, avec les fans, avec la popularité. Moi, je suis quelqu'un qui passe à travers, mais alors avec une facilité. Je parle à tout le monde. Ça ne me dérange pas, quoi. C'est pas parce que j'ai fait Mets de l'huile que je dois pas aller chercher mon gosse à la sortie du lycée, acheter du pain, faire ce que tout le monde fait, quoi. Oui. Et ce groupe justement, donc Réglisse, à quel moment vous décidez d'arrêter le groupe? On a décidé d'arrêter en 98. D'accord. Un peu, il y avait un peu de tout. Il y avait un peu de lassitude, un peu de difficultés financières, c'est-à-dire que de faire vivre 13 musiciens, c'est quasi impossible. Ouais, ça fait beaucoup. C'est quasi impossible, même de nos jours, quoi. Il n'y a aucun groupe de nos jours de 13 musiciens qui vivent avec un seul groupe, quoi. Donc, ça, on a fait comme les autres. Hein. On s'est dit, au fur et à mesure, on va diminuer le nombre, et puis quand ce sera plus tenable, on arrête. En fait, on a diminué jusqu'à 7, et même 7, c'était dur. On s'est arrêté. Ça s'est arrêté, mais 20 ans après, le 19 octobre 2012, vous avez refait un concert pour fêter les 20 ans ici. Voilà, alors on a dit, bon, 20 ans après Mets de l'huile, est-ce qu'on est capable de se refoutre ensemble? C'est énorme. Et de jouer. Alors on a loué un local de répétition pendant 10 jours. D'accord. Et tous, après le boulot, après
après, quand on avait le temps, hop, le soir, on allait répéter les morceaux d'avant, quoi. Et on en a monté un qu'on n'avait pas eu le temps de monter à l'époque, que j'avais écrit, mais qu'on n'avait pas eu le temps de monter. On l'a monté dans les 10 jours. Ce qui fait qu'on a sorti un album avec un inédit et X morceaux live qu'on a enregistrés. On a fait 3 concerts pleins, la salle pleine. Et chaque fois qu'on faisait le concert plein, on rejouait le lendemain et on remplissait la salle. Et puis on a décidé de s'arrêter de nouveau, quoi. On en arrive maintenant à ce groupe, La Ratatouille. Donc ça, c'est ton groupe actuel qui tourne depuis 2007, il me semble. Oui, c'est un de mes 2 groupes actuels. Ouais. Et oui, La Ratatouille, c'est vraiment un groupe très original. Enfin, ça me plaît beaucoup parce que tu as... dans La Ratatouille, tu as une vielle à roue électroacoustique, un accordéon, un tube à basse et de l'électro, des mixettes et un DJ, quoi. Ah oui, c'est vraiment une tatouille des genres, hein, parce que j'ai écouté un peu hier, il y a de tout. Alors voilà, le jeu, c'est de tatouiller, justement. Et alors on se prend un vieux reggae, on le tatouille, et on en fait quelque chose d'électro, reggae, trad. Après, on recommence avec une cumbia, on recommence avec tout un tas de beans. Et on fait danser les gens avec ça. Alors, en intro de concert, souvent on dit qu'on va danser avec la tête, avec les pieds. Ça veut dire que c'est à la fois de la danse et à la fois de la gymnastique cérébrale de s'adapter à ces musiques, quoi. Et les Révérends, du coup, ce groupe, c'est... Alors, les Révérends, c'est un groupe de copains. Voilà. C'est le premier groupe... je l'avais fait avant Réglisse. D'accord. Et quand Réglisse a explosé, les Révérends se sont un peu effacés. Et puis, petit à petit, ils sont revenus. Et petit à petit, on retourne. Voilà, alors on a une vingtaine de dates par an. Et on fait des Blues Brothers acoustiques. D'accord. Voilà. On fait du rhythm and blues acoustique, légèrement gospel. Voilà, on s'amuse surtout. C'est pareil, les Révérends, c'est un peu une bande dessinée, quoi. Et d'ailleurs, on vient de sortir, avec les Révérends, une petite vidéo. Et pour te dire que c'est bande dessinée, la pochette a été faite par Petit Luc. D'accord. Voilà. C'est Petit Luc, un de nos concerts, nous a croqué et puis nous a refilé le dessin. On l'a trouvé tellement bien. D'accord. Voilà. Autre chose dont je voudrais parler avec toi, c'est les ateliers d'écriture. Ça, j'ai trouvé ça super original. J'ai vu qu'à une époque, tu avais fait des ateliers d'écriture avec des jeunes, avec des ados aussi, avec des personnes âgées. Et ensuite, grâce à ça, vous avez créé des albums. C'est super original cette idée, raconte-moi. Alors, écoute, je travaille toujours comme ça, avec, comme tu le dis, des jeunes, des papés, des mamés, des handicapés mentaux, des enfants. J'ai même fait avec des gens dans les prisons. Et j'aime bien faire ça, parce que c'est d'abord donner la parole à des gens qui n'ont pas l'habitude de l'avoir. C'est faire des actes créatifs avec des gens qui ne croient toujours pas pouvoir faire des actes créatifs. Parce que soit ils se sentent handicapés mentaux, par exemple. Ils se disent jamais on n'arrivera à faire une chanson, quoi. Et pourtant, il suffit juste de leur présenter les choses et ils te font la chanson. Mais je ne fais presque rien dans la chanson. Ce qui est magique, c'est ça. C'est que moi, je leur tends un canevas. Exactement ce que c'est un canevas. Peut-être que tu es un peu jeune pour le savoir, mais un canevas, c'est comme un petit grillage où les vieilles avant faisaient un dessin et comblaient le dessin avec de la laine. Et ça te faisait un dessin à laine, quoi, comme un dessin sur un tissu. Eh bien, moi, je fais pareil, c'est-à-dire que je tends un grillage avec des trous, comme ça, et eux, ils mettent les mots dans les trous. Ils mettent leurs mots dans les trous. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait des phrases que personne ne s'attend à ce que ça fasse, y compris eux. Et au bout du compte, on se retrouve avec des poèmes, avec des chansons
qui sont très sincères et en même temps très intéressantes. Et on a fait un CD qui s'appelle Le temps de rêver. Et voilà, c'est magique. Tu as l'impression d'un tour de magie. Voilà. Parce que personne s'y attend à ce que ça soit joli et encore et profond. Ce qui est intéressant, c'est que c'est profond. Tu es le parrain d'une association qui s'appelle Autrement dit. Tu peux nous en parler un petit peu de cette association ? Ah oui, je suis le parrain, c'est pas du tout mafieux. C'est-à-dire, je détourne pas les fonds. Non. Oui, je suis le parrain de Autrement dit. Et Autrement dit, bon, mais c'est une association qui permet aux handicapés physiques et mentaux d'avoir des vacances, d'avoir du plaisir. C'est-à-dire qu'on pense souvent aux associations qui font de l'insertion professionnelle. Mais quand on dit, tiens, si on faisait un truc, qu'on partait en vacances. Ah oui, mais non, ça c'est pas... On veut bien la charité pour que les gens ils aient un boulot, ou ils rentrent dans la société. Mais la charité pour les vacances ou le plaisir, on ne va pas faire ça, quoi. Eh bien, moi, justement, c'est ce qui m'intéresse dans cette association, c'est qu'on fait des concerts, on fait des ateliers cuisine, et des choses rigolotes, et de plaisir, et on boit un coup, et on fait des soirées avec des personnes handicapées, et on se régale, hein, voilà. Est-ce que tu as des dates à annoncer, des choses pour la suite peut-être dont tu voudrais nous parler, des concerts ? Alors, oui, mais là ça tombe mal, hein, parce que je vais prendre mes vacances. Mais... Des vacances à nous annoncer ? Non, si j'ai annoncé, avec la ratatouille, on sort une clé USB. Au lieu de sortir un CD, on vend une clé USB. Et dedans, il y a donc des images, il y a des clips, il y a des concerts, il y a des morceaux nouveaux, anciens. On a même fait une clé où on met nos anciens albums de la ratatouille. Et donc ça est en vente sur Internet, au site de la ratatouille en 3 mots, la ratatouille. Voilà. On ira faire un tour alors sur le site et puis peut-être découvrir cette clé USB. Merci beaucoup Roland de nous avoir reçus ici. Avec plaisir. Et puis écoute, moi, Chin. j'ai travaillé comme ça, Mivango. T'as vu ? C'est bien ça. C'est pas mal ce concept aussi. C'est bien, c'est le concept promo.